Dans beaucoup d'histoires, il existe un personnage qui sait. Celui qui connaît le monde, celui qui maîtrise les règles, celui qui comprend les dangers que le héros ne voit pas encore. C'est le mentor. Mais écrire un bon mentor ne consiste pas simplement à inventer un vieux sage avec une longue barbe qui apparaît pour expliquer au héros ce qu'il doit faire. Un véritable mentor possède ses propres blessures, ses erreurs, ses limites, parfois même ses secrets, et surtout, il ne construit pas le héros à sa place. Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire un mentor réellement marquant, un personnage capable de transmettre quelque chose au héros, mais aussi au lecteur. Parce qu'au fond, la réussite d'un mentor ne se mesure pas tant à ce qu'il enseigne, elle se mesure au moment où son élève n'a plus besoin de lui. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga Fantasy Gayala que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif du podcast. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et je vous souhaite à tous une très belle écoute. En premier lieu, sachez que le mentor n'est pas une encyclopédie vivante. C'est probablement l'un des premiers pièges d'ailleurs. Utilisez le mentor uniquement pour transmettre des informations. Le héros arrive dans un nouvel univers, rencontre un personnage expérimenté et celui-ci commence immédiatement à expliquer le fonctionnement de la magie, l'histoire du royaume, les guerres anciennes, les prophéties et probablement le nom du grand méchant. Narrativement, c'est pratique, mais humainement, c'est pauvre. Un mentor doit être un personnage avant d'être une source d'information. Il possède une personnalité, des opinions, des préjugés, des convictions, et surtout ce qu'il transmet au héros dépend de sa propre vision du monde. Cela signifie également qu'il peut se tromper. Il peut croire quelque chose qui n'est pas vrai, il peut cacher certaines informations également, il peut refuser d'en transmettre d'autres. À partir de ce moment-là, le mentor cesse d'être un outil narratif, il devient un personnage réel, à part entière. Soyons bien clairs sur un autre point. Personne n'apprend sans avoir vécu d'échecs. Les mentors les plus intéressants ne sont pas ceux qui ont toujours réussi. Ce sont souvent ceux qui portent un échec, quelque chose qu'ils n'ont jamais totalement surmonté, une personne qu'ils n'ont pas réussi à sauver, une décision dont ils portent encore la culpabilité, une bataille perdue, une ancienne conviction qu'ils regrettent aujourd'hui. Et cette blessure influence fortement leur manière d'enseigner. Peut-être sont-ils trop protecteurs, peut-être refusent-ils que leurs élèves prennent certains risques, même certaines décisions, peut-être essayent-ils inconsciemment de réparer leur propre passé à travers le héros. C'est là que la relation devient beaucoup plus intéressante. Le mentor n'enseigne plus uniquement parce qu'il possède de l'expérience, il transmet également ses peurs, et parfois le héros devra apprendre à s'en libérer. Et un mentor ne doit jamais résoudre les problèmes du héros, il n'est pas là pour ça. Un mentor extrêmement puissant pose rapidement un problème narratif. Si ce personnage est tellement expérimenté, tellement intelligent et tellement fort, pourquoi le héros doit-il intervenir ? C'est la question. Parce que lui, il pourrait très bien le faire en un clin d'œil. Pourquoi ne règle-t-il pas tout lui-même ? C'est une question que le lecteur peut finir par se poser. Le rôle du mentor n'est donc pas de résoudre les obstacles, il doit donner au héros les moyens de les affronter. Et cette différence est essentielle. Il peut montrer une direction, donner une méthode, transmettre une connaissance, mais lorsque le véritable danger arrive, le choix doit appartenir au protagoniste. Parce qu'un héros constamment sauvé par son mentor ne grandit jamais réellement, et un mentor qui refuse parfois d'intervenir peut même provoquer de la colère chez son élève. Mais cette frustration peut être nécessaire. Apprendre signifie aussi échouer, tomber, se relever et comprendre certaines choses par soi-même. On imagine souvent que le mentor transforme son élève, mais une relation intéressante fonctionne dans les deux directions, on est d'accord. L'élève peut également transformer le mentor, il peut lui redonner de l'espoir, remettre en question certaines de ses certitudes, l'obliger à affronter une erreur ancienne, ou simplement lui rappeler la personne qu'il était autrefois. À partir de là, leur relation devient beaucoup plus humaine. Nous ne sommes plus devant quelqu'un qui sait et quelqu'un qui apprend. Nous sommes devant deux personnages qui évoluent ensemble. Simplement, ils ne partent pas du même endroit.
Et c'est précisément ce décalage qui rend leur relation passionnante. Au début, le héros peut admirer son mentor, puis découvrir ses failles, peut-être même être déçu, et finalement comprendre que la valeur de son enseignement ne venait pas de sa perfection, mais de son expérience. Vous connaissez tous l'adage qui dit « Et l'élève dépassa le maître ». Mais pour dépasser son maître, il faut poser les bonnes questions. C'est probablement l'une des étapes les plus importantes. Au début de l'histoire, le héros écoute, il apprend, il reproduit, puis progressivement quelque chose change. Il commence à réfléchir autrement, à développer ses propres convictions, et un jour, il désobéit. Pas nécessairement par arrogance, mais parce qu'il est devenu capable de prendre sa propre décision. Ce moment est extrêmement puissant parce qu'il montre que l'enseignement a fonctionné. Le mentor a transmis suffisamment pour permettre à son élève de devenir indépendant. Et parfois l'élève doit même dépasser celui qui lui a tout appris. Pas forcément en puissance, mais dans sa compréhension du monde. Le mentor lui a montré un chemin. Le héros, lui, doit maintenant décider où ce chemin va le conduire. Il existe une tradition narrative presque inquiétante, je dois le reconnaître. Dès qu'un vieux mentor sympathique apparaît, on commence à se demander combien de chapitres il lui reste à vivre. On pense à Qui-Gon Jinn, à Yoda, à tous ces personnages qui finissent à un moment donné par disparaître. Et évidemment, la mort du mentor peut être extrêmement puissante. Elle force le héros à continuer seul, elle crée une rupture, elle marque la fin d'une période d'apprentissage. Mais attention, ce n'est pas une obligation. Le mentor peut disparaître autrement. Il peut partir, échouer, être emprisonné, perdre ses capacités ou simplement comprendre qu'il n'a plus rien à enseigner. Parfois, voir le héros partir seul peut être beaucoup plus émouvant que de tuer celui qui l'a formé. Parce que la séparation raconte alors quelque chose de différent. Elle ne dit pas « tu dois continuer parce que je ne suis plus là ». Elle dit « tu peux continuer parce que tu n'as plus besoin de moi ». Et narrativement, c'est extrêmement fort. Donc, à un moment donné, le mentor quitte le centre de l'histoire. Mais son influence, elle demeure. Et c'est probablement là que l'on reconnaît les meilleurs. Le héros utilise une technique qu'il lui avait enseignée. Il répète une phrase qu'il refusait autrefois de comprendre. Il prend une décision et réalise soudain pourquoi son mentor avait fait le même choix des années auparavant. L'enseignement revient. Mais il possède maintenant un sens différent, parce que le héros a vécu suffisamment pour le comprendre. C'est cela l'héritage narratif. Le mentor continue d'exister à travers les décisions de celui qui l'a formé. Et le lecteur ressent, sans qu'il soit nécessaire de multiplier les souvenirs ou les flashbacks. Quelques traces suffisent, une habitude, une manière de combattre, une philosophie, une phrase. Le personnage est absent, mais quelque chose de lui continue d'avancer dans l'histoire. En conclusion, le meilleur mentor prépare sa propre inutilité depuis sa première apparition. Écrire un mentor vraiment marquant, ce n'est pas créer le personnage le plus sage de tout ton univers. Ce n'est pas non plus lui donner toutes les réponses. C'est construire quelqu'un qui possède suffisamment d'expérience pour guider et suffisamment de failles pour rester humain. Il enseigne, il se trompe, il protège parfois un peu trop, il transmet ses connaissances mais également ses blessures, puis arrive finalement le moment le plus important. Celui où le héros doit avancer sans lui, et peut-être qu'à cet instant, il fera exactement l'inverse de ce que son mentor lui aurait conseillé. Mais s'il est capable de comprendre pourquoi il fait ce choix, alors l'enseignement a fonctionné. Parce qu'un grand mentor ne crée pas une copie de lui-même, il aide quelqu'un d'autre à devenir pleinement lui-même. Et ça, c'est une grosse différence. Et finalement, c'est peut-être ça, sa plus grande victoire. Et si toi, de ton côté, tu arrives à créer un personnage aussi puissant narrativement, eh bien tu auras réussi à créer un vrai mentor. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et j'ai été heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve samedi pour un nouveau podcast sur les animaux fantastiques.